Pendant 3 mois, l'esprit d'une morte occupa le corps d'une jeune Américaine. Les Venom étaient des gens heureux. Propriétaires terriens dans le Wisconsin, aux États-Unis, ils vivaient paisiblement avec leur fillette Lou Rancy, dans une grande maison entourée d'un beau parc. Le seul souci de Thomas Venom était de voir s'effondrer le cours du maïs. La seule préoccupation de Julia Venom était de rater son gâteau dominical. Oui, des gens sans problème qui ignoraient l'inquiétude et les angoisses métaphysiques. Fidèle paroissien du temple baptiste, il croyait ingénument, pour l'avoir entendu de la bouche même de monsieur le pasteur, que le Seigneur avait conçu sa création selon des règles qui excluaient le désordre et l'irrationnel. Dans ce monde limpide comme de l'eau de roche, 1 et 1 faisaient 2. Ce qui était blanc ne pouvait être noir, et qui était mort avait à tout jamais cessé de vivre. C'est pourtant chez ces braves gens totalement dénués d'imagination qu'allait se dérouler l'une des histoires les plus fantastiques de tous les temps. Cela commença en 1877, lorsque Lou Rancy, alors âgée de 13 ans, fut brusquement atteinte d'un curieux mal. À certains moments, elle semblait s'endormir. Son corps devenait rigide et elle tombait comme une masse. Au cours de ces crises, qui pouvaient durer quelques minutes ou des heures entières, elle tenait des propos étranges, décrivait des lieux qu'elle n'avait jamais visités et révélait sur les fermiers du voisinage des secrets que Thomas et Julia Venom, prudes et discrets, étaient tout confus d'apprendre. Parfois, Lou Rancy changeait de voix, prenait des accents, et ses parents avaient l'impression que les voisins qu'elle venait d'évoquer parlaient par sa bouche. Ces phénomènes durèrent pendant quelques semaines sans que les médecins consultés parvinssent à se mettre d'accord sur l'origine du mal étrange dont la fillette était atteinte. L'un parlait de crise de puberté, un autre de surmenage scolaire. Quant à un troisième, plus imaginatif, il prétendit qu'il s'agissait d'un état de transe cataleptique dû à une piqûre de mouche inconnue. On en était là lorsque, un matin de février 1878, Lou Rancy, s'étant levée, quitta sa chambre et se rendit dans la cuisine où Mrs. Venom préparait le petit déjeuner. Un instant, la fillette regarda autour d'elle, comme si elle cherchait à savoir où elle se trouvait. Puis elle dit à sa mère d'un ton cérémonieux : « Bonjour, madame. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi n'ai-je pas couché chez mes parents ?» Julia éclata de rire. « Allons, cesse de jouer, Lou Rancy, et viens déjeuner. » Lou Rancy se figea. « Mais je ne m'appelle pas Lou Rancy, madame. Mon nom est Marie. » Croyant toujours que sa fille avait imaginé un de ces jeux bizarres qu'inventent parfois les enfants, Mrs. Venom versa du lait dans un grand bol rempli de flocons d'avoine et dit en riant : « Eh bien, assieds-toi, Marie, et mange. » Comme Lou Rancy ne bougeait pas, elle releva la tête et fut frappée par le regard fixe et brillant de sa fille. « Mais enfin, qu'y a-t-il, Lou Rancy ? » ?»« Pas Lou Rancy, madame. Je m'appelle Marie. Marie Roff. Et je voudrais retourner chez mes parents. » Cette fois, Julia se fâcha. Marie Roff était le nom d'une jeune fille morte 13 ans auparavant à Diville, un village voisin. Elle n'aimait pas qu'on plaisantât avec les défunts. « Je t'interdis de raconter des histoires aussi stupides. On ne doit pas rire de certaines choses, tu le sais bien. »
Tu n'as pas connu Marie Roff, mais tu dois respecter sa mémoire. Sa mémoire? Mais je ne suis pas morte, madame. Arrête, je t'en prie. Laurentie s'approcha alors de sa mère et, d'un ton ferme que celle-ci ne lui connaissait pas, répéta qu'elle s'appelait Marie Roff, qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi elle n'était pas chez elle et qu'elle voulait rentrer chez ses parents. Comme Julia la considérait avec effarement, elle ajouta « Vous me reconnaissez bien, Mrs. Venom. Vous m'avez rencontrée un jour chez le docteur Simmons, où j'étais venue chercher un sirop. Vous aviez un chapeau de paille blanc et moi un grand nœud bleu dans les cheveux. Comme s'il s'était défait, vous l'avez renoué. Nous étions dans l'encoignure de la fenêtre. Et je me souviens même qu'à ce moment, James Oliver est passé dans la rue sur son cheval. » Julia s'assit, incapable de prononcer un mot. Tout cela, en effet, était vrai. 14 ans plus tôt, elle avait rencontré la jeune Marie Roff dans le salon d'attente du docteur Simmons et avait refait le nœud de l'adolescente. Scène dont personne n'avait été témoin. Elle ne se souvenait même pas d'en avoir parlé à son mari. Comment Laurentie pouvait-elle connaître ces détails? Julia pensa que sa fille traversait encore une de ces crises étranges et décida d'attendre que cela passe. Mr. et Mrs. Roff habitent à plus de 5 miles d'ici, dit-elle. Mon mari va les faire prévenir et ils viendront vous chercher. En attendant, prenez votre petit déjeuner. La fillette avala docilement son bol de flocons d'avoine et retourna dans sa chambre où elle se plongea dans un livre. À midi, quand Thomas revint à la maison, Julia lui rapporta en pleurant l'extraordinaire conversation qu'elle avait eue avec Laurentie. Il resta un moment silencieux, puis il dit « Je vais la voir. Peut-être la crise est-elle passée ?» Mais lorsqu'il entra dans la chambre, Laurentie l'appela « Monsieur » et lui demanda s'il était allé prévenir ses parents. Alors il la ramena dans la salle à manger, et l'on se mit à table. Le repas fut étrange. Sous les yeux de ses parents consternés, la fillette, en effet, ne cessa d'évoquer sur un ton enjoué des souvenirs de son enfance à Diville. Après le dessert, Thomas dit à sa femme « Nous allons attendre jusqu'à ce soir. Si elle ne va pas mieux, j'irai voir les Roff. » Quand il rentra de son travail en fin d'après-midi, un fait nouveau était intervenu. Laurentie Marie avait déclaré à Julia qu'elle se souvenait très bien d'être morte 13 ans auparavant. Elle s'était même étendue longuement sur son agonie, allant jusqu'à rapporter en détail un incident qui s'était déroulé dans la chambre mortuaire. Thomas prit alors son cheval et se rendit chez les Roff. Les fermiers de Diville apprirent ce qui se passait chez les Venom avec un mélange de stupeur et d'émotion profonde. Puis, ils posèrent des questions et Thomas rapporta le plus fidèlement possible tout ce que Julia. Les parents l'écoutèrent avec recueillement, mais lorsqu'il arriva à l'incident de la chambre mortuaire, Mrs. Roff poussa un cri. « Ce n'est pas possible, monsieur, que Laurentie ait pu raconter cela. À ce moment-là, j'étais seule dans la chambre auprès du corps de ma petite Marie. Et elle eut une crise de nerfs. Il fallut la porter sur son lit. Quand elle fut calmée, elle déclara à Thomas qu'elle irait voir Laurentie, mais qu'elle préférait attendre quelques jours pour se préparer à cette rencontre. Le lendemain et le surlendemain, les Venom s'efforcèrent de faire patienter Laurentie Marie, qui les suppliait toujours de la ramener chez ses parents. « Il y a tant d'années que je ne les ai pas vus, » gémissait-elle. « Pourquoi ne vient-il pas me chercher ?» Son désespoir était si grand que Thomas retourna à Diville et demanda aux Roff de venir sans tarder. « Peut-être votre vue la guérira-t-elle, dit-il.
J'irai demain, promit Mrs. Roff. Le lendemain matin, elle se rendit chez les Venom en compagnie de sa fille aînée, Minerva. Lorsqu'elles descendirent de carriole, Laurentie était à la fenêtre, et elle bondit de joie et cria « C'est maman et ma sœur Nervie !» Ces mots plongèrent Mrs. Roff dans un grand trouble. Comment la fillette pouvait-elle reconnaître Minerva qu'elle n'avait jamais rencontrée et la désigner par un surnom que seule la petite Marie lui donnait autrefois? Laurentie s'était précipitée dans la cour. Elle se jeta en pleurant de joie dans les bras de Mrs. Roff. « Maman, maman, enfin je te retrouve !» Puis elle embrassa Minerva avec effusion et fit entrer les deux femmes dans la maison où Julia les reçut avec un sourire triste. Lorsque tout le monde fut assis, Laurentie Marie, sans paraître se soucier du malaise qui s'établissait dans le salon, se mit à parler avec une joyeuse volubilité. Elle rappela à Mrs. Roff des scènes de son enfance à Diville, parla de son école, demanda des nouvelles d'un chien nommé Pat, parut triste d'apprendre qu'il était mort, puis évoqua l'instant d'après, sur un ton enjoué, les circonstances de sa propre agonie. « À propos, ajouta-t-elle, as-tu conservé, maman, la petite boîte pleine de lettres que j'avais reçue de mes amis quelque temps avant ma mort ?» Depuis le début de la conversation, Mrs. Roff faisait un effort considérable pour ne pas éclater en sanglots. Elle parvint à répondre que la petite boîte était toujours chez elle, mais de grosses larmes coulaient sur ses joues. Laurentie courut l'embrasser. « Ne pleure pas, maman, puisque je suis là. » Pendant quelques minutes, Mrs. Roff considéra avidement cette fillette qui venait d'évoquer tant de faits minuscules connus seulement d'elle et de Marie. Était-il possible que l'esprit de la petite morte se fût glissé dans le corps de Laurentie? Elle ne pouvait le croire. Jamais personne ne lui avait parlé d'une chose pareille. Mais alors, qui était cet enfant qui savait tant de choses? Mrs. Roff fut prise soudain d'une telle angoisse qu'il lui parut impossible de demeurer une minute de plus chez les Venom. Elle se leva. « Je dois rentrer, » murmura-t-elle. « Je reviendrai. » Laurentie sursauta. « Comment? Tu ne m'emmènes pas ?»« Pas aujourd'hui, dans quelques jours. » Et, repoussant doucement la fillette qui s'accrochait à elle en pleurant, Mrs. Roff salua Julia et remonta en voiture avec Minerva. Le surlendemain, Thomas Venom retourna voir les Roff. Sa fille refusant maintenant toute nourriture, il venait timidement leur demander s'ils accepteraient de la prendre avec eux pendant quelques jours. « Nous avons peur qu'elle tombe malade, dit-il. Un petit séjour chez vous lui ferait peut-être recouvrer ses esprits. » Après bien des hésitations, les Roff acceptèrent et Laurentie, folle de joie, vint s'installer à Diville. Tout de suite, ceux qu'elle appelait ses parents s'aperçurent avec un étonnement profond qu'elle connaissait non seulement les moindres recoins de leur maison, mais la place des objets dans les placards et dans les tiroirs les plus secrets. Grimpant au grenier, elle alla directement vers un coffre où se trouvait la poupée Blondie, qui avait été le jouet préféré de Marie. Et lorsque Mrs. Roff lui montra la fameuse boîte remplie de lettres, elle l'ouvrit avec émotion et en retira un col, qu'elle avait, dit-elle, porté au cours d'une fête enfantine. Une fois de plus, les yeux de Mrs. Roff s'emplirent de larmes, car Marie avait, alors âgée de 10 ans, avait effectivement porté ce col lors d'un bal costumé. Le soir, la fillette alla s'asseoir près de la cheminée, dans un petit fauteuil à bascule qui était jadis le siège favori de l'enfant disparu, et continua d'évoquer des souvenirs anciens. Les Roff écoutaient, le cœur serré, finissant par se laisser aller
à l'illusion folle d'avoir retrouvé leur petite Marie. Quand vint l'heure du coucher, Laurencie prit un air grave. « Je suis heureuse de vous avoir retrouvé, dit-elle, mais je ne resterai pas très longtemps avec vous. Au mois de mai, je devrais vous quitter de nouveau. C'est pourquoi, jusqu'à ce moment, il faut que tous les quatre nous nous aimions beaucoup et que nous soyons très heureux. » Les jours suivants, les Roff, de plus en plus troublés et de plus en plus disposés à croire qu'un miracle leur avait rendu leur enfant, posèrent 1000 questions à la fillette. Se souvenait-elle de tel détail, de tel cousin, de telle promenade, de tel petit ami de classe? Laurencie répondait en donnant de stupéfiantes précisions. On lui montrait aussi des portraits qu'elle identifiait sans hésiter. Elle-même prenait l'initiative d'organiser des jeux de société que la famille avait oubliés. Pendant quelques semaines, on vit ainsi renaître des habitudes et ressusciter des gestes familiers. Au point que, peu à peu, les Roff se réhabituèrent à parler de Marie au présent. Au mois d'avril, ils étaient convaincus que l'esprit de leur fille animait le corps de Laurencie. Puis vint le mois de mai. Depuis quelques jours, chacun feignait de vivre comme d'habitude. En fait, tout le monde dans la maison de Diville ne pensait qu'à la séparation prochaine, et les Roff se demandaient anxieusement comment les choses se passeraient. Ce fut simple. Un matin, Laurencie Marie, qui jouait dans le jardin, se précipita tout à coup vers sa mère et sa sœur, et les serrant très fort contre elle, leur annonça que son temps était terminé. Toutes les trois se mirent à sangloter. Soudain, la jeune fille tomba évanouie. Quand elle reprit connaissance quelques minutes plus tard, elle regarda longuement autour d'elle, fixa un instant Minerva, puis, se tournant vers Mrs. Roff, dit poliment « Où suis-je, madame ?» Elle était redevenue Laurencie Venom. Réponse à l'incrédule. Cette extraordinaire histoire ressemble à un conte fantastique. Comment la connaît-on? Par les Roff, qui racontèrent abondamment leur aventure. Le cas de Laurencie Venom fut d'ailleurs étudié par des médecins, des psychiatres, des parapsychologues qui lui consacrèrent de nombreux ouvrages. Qu'est-elle devenue par la suite? Elle rentra chez ses parents et, fait remarquable, n'eut plus jamais de crise de catalepsie. À 18 ans, elle épousa un fermier du Kansas, George Binning, auquel elle donna 11 enfants. Elle mourut au début de la Seconde Guerre mondiale, à 80 ans passés. Interrogée fréquemment par des psychologues et journalistes, elle déclara toujours qu'elle n'avait aucun souvenir de son extraordinaire aventure. Peut-on émettre l'hypothèse d'une surpercherie? Certainement pas. Laurencie ignorait tout de la vie de Marie Roff, qui était morte avant sa naissance. De plus, elle relata souvent des faits dont seule Minerva ou Mrs. Roff auraient été témoins. Les Roff crurent-ils vraiment que l'esprit de leur fille habitait le corps de Laurencie? Ils l'affirmèrent en tout cas jusqu'à la fin de leur jour, déclarant textuellement « À partir du mois de mars, nous fûmes convaincus que notre fille était revenue chez nous, et que c'était avec elle que nous parlions. Tout d'ailleurs nous le prouvait. » Quelle fut l'attitude des malheureux parents de Laurencie pendant le séjour de celle-ci chez les Roff? Les pauvres vécurent un véritable calvaire. À plusieurs reprises, ils se rendirent à Diville, mais la fillette leur parla comme à des étrangers. Connaît-on d'autres cas semblables? Oui, Georges Langelane, qui s'est penché sur l'histoire de Laurencie et la relate brièvement dans ses Faits maudits, cite par exemple le cas du jeune
John Juergen, qui, pendant quelque temps, fut véritablement possédé par l'esprit d'un adolescent de ses amis, nommé Toby, mort à la suite d'un accident de chasse. Mais John Juergens était, si j'ose dire, possédé par intermittence. Tantôt il était Toby, tantôt il était John. Et, fait curieux, le chien des Juergen percevait le changement. Lorsqu'il sentait l'arrivée de Toby en John, son poil se hérissait et il ne se laissait plus toucher par l'adolescent qu'il considérait comme un étranger. Il existe un autre cas que l'on peut classer dans la même catégorie, bien qu'il soit un peu différent. C'est celui d'Iris Farkzadi. Iris était une jeune Hongroise, fille d'un ingénieur et d'une institutrice de Budapest. En 1935, alors qu'elle était âgée de 15 ans, elle tomba gravement malade à la suite d'un refroidissement qui dégénéra en pneumonie. On l'hospitalisa. Quelques jours plus tard, le 28 mai, elle mourait. Or, au moment précis où le médecin qui la veillait constatait le décès, les yeux de la jeune fille s'ouvrirent et son corps reprit vie. Le lendemain matin, son état s'était à ce point amélioré qu'elle commença à parler. Les infirmières constatèrent alors avec stupéfaction qu'elle s'exprimait dans une langue étrangère. Interrogée, en hongrois bien entendu, Iris fit signe qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Comme elle avait prononcé à plusieurs reprises le mot « señora », on alla chercher un interprète natif de Madrid à qui elle expliqua avec volubilité, mais dans un espagnol parfait, qu'elle s'appelait Altarès de Salvio, qu'elle était la femme d'un employé communal de Madrid, qu'elle avait 40 ans et 14 enfants, 8 filles et 6 garçons. Elle ajouta qu'elle venait d'être hospitalisée pour un cancer de l'utérus et que le médecin ne lui avait pas caché que son état était très alarmant. « Or, tout à l'heure, dit-elle, je me suis sentie très fatiguée. J'ai fermé les yeux et j'ai dû m'assoupir. Et voilà que je me réveille dans un autre lit, entourée de gens inconnus qui ne parlent pas ma langue. Expliquez-moi ce qui se passe. » Personne, naturellement, ne put lui fournir d'explication. Par la suite, complètement guérie, Iris retourna chez ses parents et dut apprendre le hongrois qu'elle parla désormais avec un fort accent espagnol. Elle n'avait aucun souvenir de sa vie en Hongrie. En revanche, elle ne tarissait pas sur ses enfants, dont elle donna les prénoms, sur son mari Manuel, dont elle expliqua les fonctions qu'il occupait à la mairie, et sur Madrid, dont elle décrivit les rues et les monuments. En outre, elle se mit à confectionner de succulentes paellas et à jouer de la guitare. Finalement, l'ambassadeur d'Espagne fut informé de ce qui se passait chez les Farkzadi. Intrigué par les déclarations de la jeune fille, il fit faire une enquête à Madrid et apprit bientôt que la señora Altarès de Salvio, femme d'un employé communal et mère de 14 enfants, était morte à l'hôpital d'un cancer à l'utérus le 28 mai, à 5 heures du matin, c'est-à-dire, en tenant compte du décalage horaire, à l'heure même où Iris s'était éteinte dans la clinique de Budapest. Par ailleurs, tous les détails que la jeune fille avait donnés sur la vie et sur la famille de la señora furent reconnus exacts. Comment connaît-on cette histoire ? Par un médecin anglais, le docteur Arnald Bloxham, de Cardiff, qui se pencha personnellement sur le cas d'Iris Farkzadi et publia à son sujet de nombreux articles dans des revues scientifiques britanniques et américaines. Et bien entendu, il n'existe de ces phénomènes aucune explication. Aucune, mais je vous citerai une réflexion d'un psychiatre américain, Warren Butler,
auteur d'un livre sur les changements de personnalité. Il semble qu'à certains moments, notre corps, dont on ne connaît rien des liens subtils qui l'unissent à notre esprit, puisse être possédé par de mystérieuses entités dotées de mémoire et capables de le faire s'exprimer dans des langues non apprises, ou de le pousser à agir de façon paradoxale. Après quoi, ces entités disparaissent comme elles sont venues. Mais d'où viennent-elles? Où vont-elles? Pourquoi occupent-elles certains corps? Comment ces corps sont-ils choisis parmi elles? Autant de questions sans réponse. Comme disait Maurice Maeterlinck, quand saurons-nous enfin qui nous sommes? Point final.